de clôturer. J'espère que ce ne sera pas la fin des discussions en revanche. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'éléments autour du mouvement low-tech sur lequel je travaille dans le cadre de ma thèse au laboratoire COSTEC, entre les sciences de l'information et de la communication et la sociologie. Ce qui m'intéressait particulièrement, c'était de comprendre ce qui se jouait dans ce terme de low-tech et comment ça venait s'articuler aussi avec d'autres questions écologistes qui sont mises en avant dans les discours ces derniers temps. Et donc voilà, je vais revenir là-dessus. Peut-être pour juste introduire un peu ma présentation. Quelques jours avant l'annonce en grande pompe du plan France 2030, on a le ministre de l'économie, des finances et de la relance, Bruno Le Maire, quand je suis parti de photo, qui vient à l'UTC, à l'Université technologique Compiègne, pour consulter les étudiants ingénieurs. C'est dans une période préélectorale, donc voilà. Mais du coup, pour venir discuter avec eux de ces questions du plan France 2030, sachant qu'il y a un discours assez fort autour de c'est un plan qui va servir à la transition écologique. Et il se trouve que il se retrouve à se faire expliquer par les étudiants ingénieurs de l'UTC ce que c'est la low-tech et pourquoi c'est pertinent et pourquoi ils devraient l'intégrer dans leur plan d'investissement, ce à quoi ils ne s'attendaient pas tout à fait, sachant que le plan France 2030 met plutôt en avant l'idée de refaire une relance du nucléaire, d'aller récupérer des matériaux critiques dans les fonds marins ou autres. Donc on n'est plutôt pas tout à fait dans la même perspective de la chose. Et cet élément anecdotique, par ailleurs, Le Maire disait qu'il n'avait jamais entendu parler, donc il écoute un peu poliment. Mais derrière cette anecdote, il y a quelque chose d'assez. Il y a quelque chose qui émerge en fait beaucoup dans les écoles d'ingénieurs, qui sont l'évolution de formation, qui commencent à intégrer la low-tech à la fois dans les cursus, mais aussi plus marginalement, quand ça ne peut pas s'intégrer dans le cursus, comme à Centralement, où il y a une option qui a été créée dédiée à l'ingénierie des low-tech, ou à l'UTC aussi, la low-tech rentre un peu par certaines portes, et comme dans notre endroit, mais sinon ça rentre au moins dans pas mal d'écoles via des projets, via la transformation de Fab Lab en low-tech lab, via des enseignants-chercheurs qui portent de façon un peu isolée le sujet, mais qui arrivent quand même à mobiliser, et aussi via une demande étudiante. Donc c'est quelque chose qui prend spécifiquement dans les écoles d'ingénieurs, alors que, à ma connaissance, pas du tout dans le reste du champ universitaire à l'heure actuelle. Et donc, de là, peut-être un premier point à poser, qui correspond tout à fait aux analyses que je vais faire, c'est qu'il y a un intérêt très fort des ingénieurs pour cette question de la low-tech. Et par ailleurs, le mouvement low-tech, que j'ai pu étudier dans le cadre de mes recherches doctorales, c'est un mouvement principalement d'ingénieurs. Pas uniquement, mais principalement. En tout cas, pour ce qui est des gens qui revendiquent le terme low-tech et qui portent un peu cette cause low-tech. Je n'entrerai pas dans les détails du fonctionnement du mouvement dans le cadre de cette présentation. Mais du coup, l'hypothèse de départ, c'est de dire cette prééminence des ingénieurs dans cette production d'un discours low-tech, dans le développement de pratiques diverses et variées, ça a des effets de cadrage. Et donc, quels sont ces effets de cadrage? Et donc voilà, c'est le questionnement que je vous propose de discuter aujourd'hui, c'est comment le concept de low-tech il a été façonné et qu'est-ce que ça raconte de la façon dont les ingénieurs le promeuvent et saisissent des enjeux écologiques plus largement, en tout cas certains ingénieurs, peut-être faudrait préciser. Donc je vais faire une présentation en 3 temps. Dans un premier temps, je vais revenir juste sur les éléments un peu, c'est un grand mot socio-historique de l'émergence du mouvement low-tech en restant vraiment sur les éléments d'émergence. Et du coup, en montrant un peu comment s'est construit cette idée de low-tech et comment c'est d'ailleurs construit de façon un peu conflictuelle, floue et voilà. Et l'idée, c'est dans un second temps d'essayer de comprendre ce qui s'est joué dans cette construction de cet objet étrange qu'est la formule low-tech. Et donc, je propose du coup de parler de termes de contre-promesses technoscientifiques en travaillant à partir de la sociologie des attentes et des promesses et d'origine
des premiers traitements scientifiques. Et enfin, je reviendrai plus rapidement sur en quoi ça permet, ce cadrage particulier de la low-tech permet d'une certaine façon un réinvestissement professionnel, ou en tout cas des compétences professionnelles des ingénieurs, dans des perspectives écologiques, là où il peut y avoir des impasses en termes de radicalité des offres d'emploi ou des activités professionnelles que pourraient rencontrer certaines branches d'ingénieurs écologistes. Donc, pour revenir sur l'origine un peu de ce terme de low-tech, le terme low-tech est utilisé de façon un peu lâche, couramment, a priori, à partir de la fin des années, fin du siècle dernier, et il est utilisé pour une première fois de façon un peu formelle par l'Organisation de la coopération du développement économique, l'OCDE, mais là on n'est pas du tout dans le registre de l'écologie politique, on est sur une terminologie qui sert à faire la classification économique des industries en fonction de lesquelles innovent le plus ou le moins, qui n'a aucun rapport, et le moment où il y a une appropriation de ce terme dans le registre de l'écologie politique, c'est en 2007 avec un journaliste flamand qui s'appelle Chris de Decker, qui, dans une sorte de double critique à la fois de son métier de journaliste qui devient de plus en plus prolétarisé, où il demande de faire des piges de plus en plus courtes, tout en parlant des dernières tendances technologiques, et à la fois une critique professionnelle et une critique liée à l'objet de ce sur quoi il est amené à travailler, à savoir parler de high-tech. Il fait un déplacement, une bifurcation de vie et professionnelle, et il monte un blog qui va rester assez confidentiel à l'origine, qui est le Low-Tech Magazine, où en gros il va utiliser le terme de low-tech vraiment comme un pied de nez, sans chercher à y mettre quelque chose de bien précis derrière, mais en se disant en fait tout le monde est tellement guégué du progrès et des high-tech qu'il faut, il faut renverser l'idole high-tech, et pour ça il trouve que le fait de parler de low-tech c'est suffisamment ça fonctionne un peu comme un bon opus, ça vient rentrer dans l'art de l'imaginaire high-tech, et ça crée du débat. Donc, à partir de là, il va développer, dans une logique très différente, peu d'articles, maximum 12 par an, des articles très longs, très fouillés, qui ressemblent parfois presque à des articles d'historiens et des techniques, ou d'anthropologues des techniques, et avec vraiment l'idée de mettre en avant les problématiques du modèle de société qui est poussé par la high-tech, avec notamment des critiques assez fortes de l'économie circulaire, de toutes les promesses d'écologie industrielle et dérivée, quoi. Et par ailleurs, il va dire, bon, voilà, de l'autre côté, il y a quand même aussi des choses qu'on peut aller regarder. En fait, il y a un discours paradoxal qui va démarrer dès ces travaux, qui va dire faut arrêter avec cet imaginaire du progrès technique qui soit derrière lequel serait attelé le progrès humain en général. Et pour autant, il va mettre en avant tout un ensemble de solutions et de techniques anciennes, mais quand même en les réinvestissant, en fait, on a d'autres techniques qui ont eu des trajectoires qui se sont perdues et qui n'ont pas été valorisées comme étant des techniques du progrès, mais qui en fait faudrait les réinvestir. Il y a donc ça va rester relativement confidentiel, et aux alentours de 2013-2014, il y a un truc très étrange qui se passe, et a priori les entretiens que je vais mener laissent à penser que c'est une coïncidence du moment. C'est qu'au même moment, il y a d'un côté Philippe Biowix qui va se mettre à importer la question des low-tech, là je vais revenir, et de l'autre côté il y a un autre ingénieur, Corentin de Châtel-Peron, qui va l'apporter, mais avec une perspective très différente et de façon non concertée, vraiment au même moment. Mais du coup, ça va faire une sorte de double émergence de deux approches très différentes du terme, ce qui il me semble, est fondateur de le flou qui règne jusqu'à aujourd'hui dans ce terme. Donc d'un côté, on a Philippe Biowix qui
va s'inscrire plutôt dans les réflexions autour de la bioéconomie, de la décroissance, et s'intéresser voilà, dans une perspective un peu de regarder les limites physiques, les questions géophysiques et les impossibilités de l'économie circulaire. Et du coup, il va mettre en avant le fait que ça ne fonctionne pas. L'économie, en fait, d'une certaine façon, là je développais que c'est surtout une critique de l'économie circulaire, il parle assez peu de ce qu'il faudrait faire, mais du coup il dit ça ne fonctionne pas, il faut autre chose, et donc il reprend ce pied de nez de Becker en disant bon, bah, si ça ne marche pas tout ça, là, cette promesse high-tech de croissance verte, il faut qu'on aille vers autre chose, et il reprend le terme de low-tech à des nouveaux. Et donc il va avoir un discours qui va être très englobant, avec une vision très macro des questions de flux, d'énergie, de matière. Il va vraiment se concentrer, développer un discours, j'ai une slide typique qu'il utilise dans ses présentations. Il va vraiment avoir un discours qui relève du militantisme d'expertise et il va mettre en avant vraiment la dimension proprement technique des impacts des promesses qui sont mises en avant, en ayant un discours politique assez distancié. Alors, du moins au début, c'est un peu plus explosé ces dernières années. Ce discours-là, il va notamment être intéressé des ingénieurs de l'ADEME qui vont s'intéresser dans une sorte d'ouverture aux questions de pensée systémique. Donc la pensée systémique qui est en fait, il y a une tradition aussi de rapport, depuis le rapport Mileos des limites à la croissance, qui en fait était pareil, une sorte de logique de modélisation du vaisseau Terre pour comprendre toute cette dynamique. Alors, en fait, dans cette même logique. Et donc par là, ça va être importé à l'ADEME qui va se mettre à s'intéresser au sujet. Et avec une sorte de réductionnisme technique quand même, qui peut s'observer dans cette logique, et une transformation de dire, bon, bah, au vu de tous ces problèmes, il faut qu'on ait une logique de discernement technologique, c'est le terme de BioX, pour éclairer les travaux de conception et les travaux d'ingénierie en général. De l'autre côté, des perspectives très différentes, on a Corentin de Châtel-Perron, jeune ingénieur de l'ICAM Nantes, qui a fait pas mal de séjours à l'étranger au cours de ses études, notamment qui s'est retrouvé à faire quelques expériences un peu initiatrices dans des pays du Sud, notamment en allant faire un expériment, une sorte de projet de quelques mois dans la cité utopique d'Auroville en Inde, où il va en fait s'acculturer à tout cet imaginaire des technologies alternatives, appropriées, qui nous viennent des années 70, sans pour autant en saisir les termes, en fait, il va s'approprier pratiquement en mettant les mains dedans et développer un intérêt pour ça. En sortie d'études, après un projet d'entrepreneuriat qui ne verra pas le jour, il part travailler sur un chantier naval. Il développe au Bangladesh, en voyant qu'il y a de plus en plus de fibres de verre qui est utilisé pour la construction des bateaux et que le Bangladesh c'est le pays de la chose, il se dit en fait on a de la ressource à la on va essayer de faire quelque chose. Alors que le composite à la base en fibre de jute, plutôt high-tech a priori, même si on est sur des matériaux écologistes et plutôt écologiques, en tout cas plutôt sourcés. Et pour montrer un peu la réussite de ses prototypes, il entreprend un grand voyage en bateau, sans aucune expérience de navigation préalable, qui va marcher. Il va se faire un petit nom grâce à ça, donc c'est vraiment la dimension aventure et exploration de voile qui va créer la première vague de médiatisation. Et dans un second temps, il va chercher à reproduire l'expérience avec un second prototype en disant en plus je veux être autonome sur ce bateau. Bon, ça marche pas trop, et du coup il va se dire ok, il faut développer, il faut aller explorer toutes ces techniques qui peuvent permettre d'être autonome en mer à petite échelle, et ils vont appeler ça le tech après une petite distribution de termes, et il va monter une association, le Tech Lab, à son retour en France pour porter ce projet. Si au début on est vraiment axé sur les objets techniques du côté de Corentin de Châtel-Perron et du Tech Lab, on a rapidement ça dérive
ça s'élargit rapidement vers la dimension culturelle, la question des modes de vie et des imaginaires socio-techniques qui vont être associés à ce type de technique. Donc là, on a par exemple une fresque qui a été faite par un dessinateur, où voilà, c'est l'imaginaire d'un village low-tech où on a plein de petites techniques à petite échelle et que ça fonctionne, ça remet de la convivialité, donc c'est aussi une façon de réinvestir des discours, des pensées critiques de la technique telles que celle d'Ivan Illich. Le point important, c'est le réinvestissement de l'idée de progrès via ces formes alternatives de développement technique et qui est mis en avant notamment dans le document stratégique, un document stratégique récent de Lotec, qui met en avant la dimension positive de ce discours de l'écologie par la Lotec en disant bon, bah, il y a le discours peut-être un peu catastrophique, c'est aussi le moment de la collapsologie dans les années 2015 qui vont avoir un lien important avec le mouvement Lotec, mais il y a peut-être ce discours un peu négatif en lien autour des questions écologiques et des impératifs, et du coup, c'est vraiment assumé de dire on va produire un discours positif, motivant, etc. D'une certaine façon, renouveler un imaginaire de promesses où on peut s'en sortir avec un nouveau rapport au progrès et une nouvelle forme de développement technologique. Donc c'est dans ce contexte-là que, en s'appuyant sur la sociologie des attentes, il me semble que la Lotec constitue, ou en tout cas à l'origine a constitué une promesse technoscientifique, mais qui a une particularité par rapport à d'autres promesses, parce que la plupart des promesses qui ont été étudiées sont plutôt des promesses high-tech, dans le régime actuel, plutôt autour alors toujours avec un horizon d'attente de résoudre des problèmes écologiques, mais toujours autour de développement de nouvelles technologies à grande échelle, la géoingénierie, les smart grids, le captage de CO2, etc. Et la Lotec va se construire à la fois comme une promesse qui va développer ses propres techniques à elle-même à mettre en avant, et tout en étant dans un discours critique des promesses high-tech. Donc à la fois elles se fondent en relation et comme alternative à ces autres promesses. Voilà, l'idée de dire bah, c'est pas n'importe quel type de promesse, il y a une logique assez particulière. Et je vais skipper cette dernière partie, mais pour conclure rapidement que ce qui se joue du coup avec cette promesse, c'est aussi du coup une nouvelle façon pour des ingénieurs de se dire en fait on peut avoir une radicalité très forte sur les questions écologiques et trouver un espace dans lequel on va pouvoir réinvestir nos compétences professionnelles pour répondre à ça. Donc, d'un côté, on a des ingénieurs écologistes radicaux qui trouvent de l'espace pour en fait rester dans l'ingénierie et pas aller vers la désertion. D'ailleurs, les collectifs les désertes heureuses de l'agro-paritech en fait, mettent en avant la Lotec comme étant une piste positive de réinvestissement pour des ingénieurs en bifurcation. Voilà. Mais par ailleurs, il y a aussi un pan de l'ingénierie plutôt dans le conseil en environnement qui va aussi s'approprier ce truc de Lotec dans une perspective un peu différente, mais qui vient aussi répondre d'une certaine façon aux mêmes problématiques de en fait, bilan carbone et RSE. Il y a pas mal d'ingénieurs qui voient les limites de ce genre de méthode dans leur activité et tout d'un coup ils voient dans la perspective Lotec d'une certaine façon un nouvel outil qui permet d'être un tout petit peu plus radicalisé ce qu'ils aiment, en tout cas avoir l'impression d'être plus de faire plus avancer les choses dans une perspective écologiste. Merci pour votre attention.